Ce qui nous a étonné, c'est l'ampleur des investissements, des dizaines de millions d'euros dans toute l'Europe, une cartographie très étendue. Qui va de l'Espagne, l'Italie, qui monte au pôle Nord en Norvège, en Suède, qui va dans des lieux presque improbables, Jersey, Lugano, le Luxembourg. Donc tout ça, ça fait une toile d'araignée très étendue, très vaste. Ce qui nous a étonné aussi, c'est qu'on avait un peu sous-estimé ces financements religieux du Qatar, parce qu'on pense que le Qatar, c'est le PLG, c'est Al Jazeera, Bein, c'est des grands hôtels, des investissements dans des sociétés, des rachats de quartiers, par exemple à Milan ou à Londres. Et là, effectivement, on découvre que le Qatar, finalement, est un nouvel acteur de l'islam en Europe, qui prend la suite de l'Arabie, de la Turquie, des pays maghrébins. Et évidemment, on se pose la question, pourquoi et avec qui? Alors avec qui, on constate que c'est plutôt avec les frères musulmans, des associations, des personnalités, ça dans toute l'Europe. On voit bien qu'il y a une connexion, parce que le Qatar n'a pas de ressources humaines. Le Qatar a beaucoup d'argent, mais peu de ressources humaines. Donc il s'est branché sur un réseau qui existe déjà en Europe dans les années 50, 60. Donc il y a une vraie connexion. En plus, c'est l'ADN politico-religieuse du Qatar, les frères musulmans, avec la tête de gondole, j'allais dire, du Cheikh Qaradawi. Donc là, il y a vraiment une connexion. Et puis on se demande pourquoi finalement le Qatar fait tout ça. Et donc on comprend au travers des documents, du livre, que le Qatar cherche de l'influence en Europe, auprès des communautés musulmanes, et cherche finalement à réislamiser ces communautés musulmanes. Donc c'est ça un petit peu le cœur du livre. Derrière cet entrisme, il y a une recherche d'influence par le Qatar, par Qatar Charity, pour peser dans ce marché de l'islam européen où jusqu'à maintenant, les principaux opérateurs étaient l'Algérie, le Maroc, l'Arabie Saoudite, ennemie du Qatar, et aujourd'hui aussi la Turquie, qui est le grand allié du Qatar. Et donc, il y a derrière cet objectif-là, un objectif de renforcer, on le voit, c'est écrit noir sur blanc dans les documents de Qatar Charity, de renforcer l'identité islamique des minorités musulmanes d'Europe, de renforcer le travail de la da'wa, le travail de prédication qui doit être fait dans ces centres islamiques qu'on finance, renforcer l'éducation de la jeunesse musulmane, former une élite qui devra prendre sa part dans les sociétés où vivent ces minorités musulmanes d'Europe. Et donc à travers ça, on le voit aussi dans le livre, dans les documents qu'on a, c'est la filiation avec l'islam politique, parce que, encore une fois, plus de 90% de l'aide va à des associations qui sont proche de la mouvance frères musulmane, et il y a dans cette volonté de construire ces centres islamiques toujours sur le même modèle, c'est-à-dire un centre de vie avec une salle de prière pour les hommes, une salle de prière pour les femmes, un centre commercial à côté, des salles de classe, des espaces culturels, parfois une piscine, parfois même une morgue. Donc l'islam global, prise en charge de l'individu musulman, de la naissance jusqu'à la mort, qui est la volonté de Hassan el-Banna dans ses premiers écrits. Et donc on est dans ce schéma-là de vouloir, autant que possible, avec des adaptations, effectivement, transporter, transférer, exporter l'islam politique dans les communautés musulmanes d'Europe. L'Europe, c'est 400 millions d'Européens, et les musulmans sont une petite partie, ils sont une minorité. Mais c'est vrai que l'objectif des frères musulmans, c'est d'influencer, de pousser le maximum possible sur le voile, sur les horaires pour les piscines. Et évidemment, le débat qu'on pose, c'est est-ce que c'est l'Europe qui doit s'adapter à l'islam ou l'islam qui doit s'adapter à l'Europe? Et là, c'est un questionnant de fond. Et évidemment, ces organisations qui sont effectivement très connectées, et on le voit bien dans le livre, c'est souvent des notables, des personnalités, des associations qui sont proches du terrain, essayent finalement d'influencer à tous les niveaux. Et ça commence par le local, c'est le message d'Hassan el-Banna, c'est-à-dire que mettez-vous dans les associations, dans les partis politiques, dans les syndicats, etc., pour peser. Et d'ailleurs, les frères musulmans en Europe, c'est un parti d'élite, c'est pas un parti de masse, c'est-à-dire en France c'est 1000 personnes, c'est pas beaucoup, en Europe c'est quelques milliers, mais ce sont des gens
très qualifiés, très compétents, professionnellement qui sont dans des positions assez élevées et qui vont occuper des places d'influence dans un conseil municipal, dans une association, dans une université, etc., etc. Donc c'est là le projet, c'est une sorte d'incubation de ces valeurs, sauf que le problème c'est qu'il y a aussi des résistances et en tout cas en Europe, c'est un terrain où il y a la laïcité, c'est des démocraties, enfin, c'est libéral. Donc, et donc, on a aussi cette conception que la religion, c'est dans l'église, ça reste dans l'église, et puis ça doit rester dans la mosquée. Et là, quand on commence à aller sur le champ public, c'est vrai que ça pose problème, parce que là, ça rentre parfois en confrontation avec les traditions locales. Encore une fois, Qatar Charity, c'était une ONG à double face. Une ONG qui construit des puits dans le désert, aide les victimes de catastrophes naturelles, les réfugiés, les populations pauvres. Donc là, il y a ce côté-là. Et puis, il y a ce côté prosélyte, religieux. Alors, c'est pas dit exactement comme ça, mais il y a quand même vraiment cette volonté de prédication, de former les musulmans dans ces centres de vie, dans ces centres islamiques, avec un point particulier sur les jeunes, sur la jeunesse, sur les jeunes de la 2e et 3e génération. Et puis c'est aussi de convertir, c'est-à-dire de faire du prosélytisme pour faire connaître l'islam et ramener le plus de monde dans les centres islamiques. Donc il y a quand même ce projet. On n'en est pas encore là, évidemment, mais il y a quand même cette volonté de s'infiltrer, de faire de l'entrisme, du prosélytisme. Et donc, à partir de là où il y a ce débat en Europe sur la place de religion, effectivement, qui a été un peu exacerbé aussi par l'affaire des migrants, ces centaines de milliers de migrants qui sont venus, et la plupart de confession musulmane. Donc, effectivement, il y a une prise de conscience un peu en Europe. Il faut mettre carte sur table. C'est-à-dire que l'islam, c'est la 2e religion d'Europe. Il faut des lieux de culte décents, mais en même temps, il faut savoir qui finance et quelle idéologie on véhicule dans ces mosquées. Et donc, c'est pour ça, par exemple, il y a l'Italie qui a eu l'idée de faire un pacte entre les organisations musulmanes et l'État pour dire on doit respecter les valeurs de la République, la Constitution, et puis on doit savoir qui est l'imam, qui le finance. On doit dire le prêche en italien et surtout pour tout nouveau projet de mosquée, on doit savoir d'où vient l'argent. Il faut que par transparence, par souci de transparence et pour éviter tous les fantasmes autour de la question religieuse, de dire l'argent vient du Qatar ou vient de Turquie, mais qu'on le sache. Parce que jusqu'à présent, il y avait une sorte de non-dit, de grand flou. Et ce qu'on a constaté sur le terrain, les maires sont plus ou moins au courant, les associations nous disent oui, on a reçu, on n'a pas reçu, voilà. Donc il y a ce flou et qui entretient les fantasmes. Et comme c'est un dossier très sensible, l'heure est un petit peu à mettre tout ça sur la table. On n'est pas dans du financement de terrorisme par Qatar Charity, on n'est pas dans des financements illégaux. Cela étant, il y a, on l'a constaté, de la porosité parfois entre cette idéologie néo-islamiste, néo-frères musulmanes et les djihadistes. Effectivement, il y a le cas de cette fille à Mulhouse, Hanan Aboulhana, qui était l'assistante de direction de l'association qui est responsable de cette grande mosquée, qui a été financée pour moitié par Qatar Charity et qui a été tuée dans l'assaut des policiers du RAID contre la prison où elle était venue pour apporter un couteau à son ami prisonnier radicalisé. Donc il y a ça et là des porosités entre effectivement la mouvance frères musulmane et puis le djihadisme. Historiquement, effectivement, Ayman Zawahiri a commencé chez les frères musulmans et d'autres aussi. Donc on n'est pas dans le financement de terrorisme, mais il faut être vigilant parce qu'il y a de la porosité entre eux et les mouvements djihadistes. Donc voilà, donc il faut être très ferme et comme l'a dit Christian, il faut que tout ça soit transparent et que les prêches soient vraiment faits dans la langue du pays et qu'il n'y ait pas de double discours. C'est pas forcément l'école du djihadisme, mais c'est l'école du communautarisme. C'est-à-dire que là, pour le coup, les projets qu'on a visités, les personnes qu'on a interviewées, on voit bien que derrière, c'est quand même l'idée d'une société en marge, ou en tout cas parallèle à la société occidentale, à la société européenne. C'est-à-dire qu'on vit
entre soi, en vase clos, avec des références religieuses. Et donc là, évidemment, ça pose problème parce que sur le vivre ensemble, hein, c'est quand même le grand débat aujourd'hui en Europe, hein, c'est-à-dire comment on amalgame les gens venus de l'étranger avec des cultures, des religions différentes. Et si on commence à chacun être dans son coin et qu'il y a de moins en moins de ponts entre les communautés, c'est vrai qu'on aboutit à des fractures. Hein. On aboutit à de la méconnaissance, on aboutit à de l'ignorance et surtout à des préjugés. Donc c'est vrai que le projet Frères musulmans financé par le Qatar aboutit finalement à entretenir une forme de communautarisme. Et ça, évidemment, en France en tout cas, ça pose problème parce qu'on cite quelques exemples. Hein. Au bout d'un moment, par exemple à Lyon, à Dessines, ils voulaient même créer avec la zakat une sorte de service social, d'aide sociale qui allait remplacer la mairie. Et donc, voilà, quel est le but? Donc, en Italie, à Sesto San Giovanni, le maire a dit stop au centre islamique parce qu'il dit, écoutez, vous voulez créer une bibliothèque, une piscine, des activités pour les jeunes, mais on les a déjà à la mairie. Donc, quel est votre agenda? Donc, c'est pas comme ça qu'on intègre. Donc, c'est pour ça que entre la relation avec le terrorisme, oui, historiquement, il y a eu des filiations avec Saïd Qutb, etc. Mais dans la pratique, c'est plus ça, c'est plus nous et eux, c'est-à-dire nous sommes les musulmans, vous êtes les chrétiens ou les athées, et donc ça crée les germes finalement de dissension. Et ça, c'est vrai qu'il faut être vigilant dans un contexte économique qui est très mauvais en Europe, où effectivement il y a beaucoup de boucs émissaires, donc on cherche le bouc émissaire. Donc si on commence chacun à créer, à vivre dans son coin, on ne construit pas un avenir commun. On publie un tableau interne à Qatar Charity qui montre que le principal contributeur, le principal donateur à Qatar Charity, c'est le bureau du Diwan, c'est le Diwan al-Amiri du Qatar. Donc il n'y a pas d'indépendance entre Qatar Charity et l'État du Qatar. Les autorités françaises, jusqu'à 2017, étaient bienveillantes à l'égard du Qatar, très bienveillantes, parce que Nicolas Sarkozy, parce qu'il a été le président qui a permis l'entrée du Qatar sur la scène française. Ensuite, François Hollande, de la même manière, au nom d'une diplomatie économique et commerciale dont il espérait beaucoup. Emmanuel Macron a pris conscience du danger que représentait notamment le financement par des individus privés officiellement du terrorisme, par des individus privés qatariens, et aussi de ce prosélytisme. Donc il a souhaité y mettre un coup d'arrêt. Et donc il a exercé des pressions sur... la France exerce des pressions sur le Qatar, auquel le Qatar répond avec une certaine, comment dirais-je, à la fois réellement, mais de manière aussi un petit peu... comment dirais-je, lente ou tardive. Hein. On cite par exemple l'exemple, c'est pas en France, mais c'est en Grande-Bretagne, où Qatar Charity avait son quartier général pour l'Europe, à Londres. Après le blocus imposé par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sur le Qatar en 2017, Qatar Charity a réduit quand même ses investissements à l'étranger, a fermé son centre européen à Londres, mais a ouvert quelques mois plus tard une entité qui s'appelle Nectar Trust, sans lien nommément, explicitement avec le Qatar, mais qui fait plus ou moins la même chose. Donc les services de renseignement français disent très bien, le Qatar a fait des efforts, mais il faut maintenir la pression sur Qatar Charity, sur les autorités qatariennes, pour que ces efforts, pour que notre pression se traduise par de vrais efforts faits par les autorités qatariennes. Dans le projet El Raïs et de Qatar Charity, il y a effectivement un projet derrière. Ce n'est pas simplement on finance une mosquée, on donne les clés aux fidèles et aux musulmans locaux. Il y a quand même derrière ce projet de société des frères musulmans, c'est-à-dire cet islam global, c'est-à-dire que effectivement la religion dépasse le cadre de la mosquée. Hein, c'est-à-dire que ça va au-delà. Ce qui pose problème parce qu'effectivement, en Europe, société laïque, libérale, effectivement, on a une conception différente de la place de la religion dans la société. Et donc, il y a une espèce de tension entre cette forme de communautarisme, parce que c'est ça au fond, hein, un prosélytisme qui va finalement enraciner et développer le communautarisme. Donc là, il y a des frottements, ça fait des étincelles, parce qu'encore une fois, on n'a pas la même conception. Et donc, on n'est plus dans les années 70 où on finançait une mosquée ici ou là. Là derrière, et on le voit bien dans nos papers, il y a un projet, c'est très sophistiqué, c'est très professionnel. Encore une fois, il suffit de regarder la carte d'Europe qu'on publie dans le livre. Voilà, il y en a aux quatre coins de l'Europe. Pourquoi on va créer des mosquées en Pologne, en Ukraine, en Crimée, en Norvège, en Suède? Il y a vraiment l'idée d'une toile d'araignée sur toute l'Europe. Alors évidemment, avec
peu de gens, parce qu'encore une fois, les Frères musulmans, c'est un parti d'élite en Europe, ce n'est pas un parti de masse, mais un parti qui est là pour infuser cette idéologie d'un islam qui dépasse le simple cadre de la mosquée. Le fidèle musulman lambda, j'allais dire, à Reims, à Nantes ou à Mulhouse, ne sait pas forcément qui a financé et que derrière il y a une idéologie. Je veux dire, c'est un fidèle qui va à la mosquée, qui va accomplir ses devoirs religieux, comme tout croyant. Derrière, évidemment, quand vous avez des suspicions sur le financement, d'où vient l'argent, et là c'est flou, il y a des circuits un peu opaques. Quand vous avez évidemment ce côté on fait une mosquée, après on va faire une piscine, on va faire des investissements, on va faire des lycées, etc. Effectivement, quand c'est pas fait dans la transparence et tout ça, ça peut heurter les gens, quoi, d'autres confessions, ou même des gens athées, parce qu'il y a effectivement en France, en Europe, il y a des gens qui n'ont pas de religion, qui ne croient pas. Donc c'est sensible. Et donc c'est vrai que le projet du Qatar, de Qatar Charity, d'avancer, j'allais dire, tous ces pions en Europe, c'est vrai que c'est quand même, j'allais dire pas dangereux, mais on joue quand même avec le feu, parce que la religion c'est quelque chose de très sensible, d'inflammable, et donc dans un contexte économique très difficile en Europe, où vous avez eu cette économie qui est pas très bonne dans les pays européens, plus il y a eu cette crise des migrants, qui a aussi cristallisé un peu la peur de l'autre. Donc c'est vrai qu'on vous rajoutez en plus des projets religieux, vous jouez un petit peu avec le feu.